Vous voyez, 850 000 euros, plusieurs centaines, plusieurs milliers même de défenseurs syndicaux, tous syndicats confondus dans le pays. Ce sont des centaines de millions, voire peut-être des milliards d'euros qui ont été volés aux salariés, qui ont, encore une fois, gagné devant l'institution prud'homale et qui ne sont pas payés. Toute une série de processus font qu'un employeur peut échapper à la condamnation. Alors moi, j'ai tendance à expliquer ça, c'est parce que les textes le permettent. Dans une société inégalitaire, il paraît malheureusement logique que c'est ceux qui ont le pouvoir qui l'utilisent au gré de leurs intérêts. Bonjour, je suis Sullivan Jousse, responsable associatif et conseiller municipal de la ville de Sevran. Je veille au respect de la dignité humaine et au respect de l'égalité devant la loi. Je vais vous laisser le soin de vous présenter, s'il vous plaît. Bonjour, d'abord je vous remercie de me donner la parole et de m'offrir l'occasion d'exprimer une réalité à la fois souterraine et révoltante. Alors je m'appelle Patrice Faucheux, je suis défenseur syndical pour la CGT dans le département de la Seine-Saint-Denis, c'est-à-dire que je défends les salariés qui intentent une procédure devant les conseils du prud'homme contre leur employeur. Enchanté Monsieur Faucheux, merci de nous recevoir ici dans vos locaux. Nous avons été mis en relation par une connaissance commune, une Sevranaise qui a rencontré à la fois des difficultés dans son logement, mais aussi au niveau de son travail ou de son ancien travail, avec des difficultés rencontrées avec l'ancien employeur qui ont abouti sur une démarche au niveau prud'homal que vous avez accompagné et assisté tout au long de la procédure. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu comment ça s'est déroulé, quelles sont les difficultés qui ont été rencontrées et à l'heure actuelle les difficultés que vous rencontrez malgré, comme vous le direz, une victoire au niveau du Conseil des prud'hommes pour l'ensemble des salariés qui ont déposé ce recours? Alors tout à fait. Alors cette Sevranaise en question fait partie d'un groupe de 11 salariés qui travaillent dans le nettoyage et qui ont été victimes de magouilles, mais voici 5 ans, près de 6 ans même. Leur employeur a perdu le marché dans la ville d'Antony, dans les Hauts-de-Seine, et il s'est arrangé, enfin je passe sur les détails, il s'est arrangé pour que l'entreprise qui devait reprendre le marché ne puisse pas les embaucher. Il y a toute une série de formalités à accomplir qu'il n'a pas accompli, ce qui fait que ces 11 salariés se sont retrouvés privés des droits au chômage, parce qu'ils n'ont pas été licenciés, privés de salaire, parce qu'ils n'avaient plus d'employeur, et donc ils ont intenté effectivement devant les prud'hommes de Bobigny une procédure qui a été très longue, qui a duré 3 ans, 4 ans même, et qui s'est soldée finalement, heureusement, par une décision favorable à leur encontre du Conseil des prud'hommes de Bobigny. D'accord. Est-ce que cette décision a fait l'objet d'un appel ? Alors, cette décision n'a pas fait l'objet d'un appel puisque l'entreprise qui a été condamnée finalement dans cette affaire, qui était l'entreprise qui a perdu le marché dont je parlais tout à l'heure, cette entreprise est en liquidation judiciaire. D'accord. Et c'est à partir de là que beaucoup de complications commencent. Puisque, en cas de liquidation judiciaire, nous avons affaire à un liquidateur, un magistrat liquidateur. Donc c'est lui qui doit payer, mais la totalité des sommes auxquelles il a été condamné, c'est à peu près de l'ordre pour un salaire de 600 000 euros. D'accord, pour 11 salariés. Pour 11 salariés. D'accord. Évidemment, cette entreprise et son liquidateur n'avaient pas cette somme. Donc ensuite, nous devons nous pourvoir devant ce qui s'appelle les AGS, c'est-à-dire une gestion des salaires, qui est une espèce d'assurance, de mutuelle patronale, qui doit pallier le défaut de paiement d'un employeur dans de telles situations. D'accord. Mais ça n'a pas été fait. Donc actuellement, là, nous sommes encore en train d'intenter une nouvelle procédure devant les conseils de prud'homme, avec une audience qui sera fixée le 3 juin. Mais il faut bien se rendre compte que les 11 salariés n'ont aucun revenu. Pas de chômage, j'ai dit, pas de salaire. Ils n'ont même pas eu les indemnités de licenciement, alors que le liquidateur les a licenciés voici 15 mois, c'est en octobre 2022. Ils n'ont donc toujours rien. Et cette réalité sur ces 11 salariés dans le nettoyage, moi je la connais sur bien d'autres entreprises dans le département de la Seine-Saint-Denis. Vous pouvez nous en dire un peu plus sur... Alors, déjà, dans le contexte, il faut bien voir que il se trouve que je suis défenseur syndical. Je ne suis pas le seul dans le pays. Bien sûr. Je ne suis pas le seul en Seine-Saint-Denis, je ne suis pas le seul à Montreuil, là, qui nous accueille aujourd'hui. Nous sommes des milliers, tous syndicats confondus. J'évalue à peu près 850 000 euros
pour 17 salariés, 850 000 €, les sommes auxquelles les employeurs ont été condamnés et qui ne sont pas versées pour des raisons diverses et variées, mais on y reviendra sûrement, les textes permettent à ces employeurs de ne pas payer. Donc 850 000 € uniquement pour votre cas. C'est ce que j'allais dire. Alors, uniquement pour moi. Alors, d'accord. Donc, si on essaye de faire une règle de 3, vous voyez, 850 000 €, plusieurs centaines, plusieurs milliers même de défenseurs syndicaux, tous syndicats confondus dans le pays, ce sont des centaines de millions, voire peut-être des milliards d'euros qui ont été volés aux salariés, qui ont, encore une fois, gagné devant l'institution prud'homale et qui ne sont pas payés. Et là, en l'occurrence, pour le dossier qui nous a amené à nous rencontrer, donc on va dire c'est grosso modo une cinquantaine de milliers d'euros par personne. En gros, oui. Donc ça fait maintenant combien de temps ? 6 ans, vous nous avez dit 5-6 ans que les problématiques ont commencé. C'est ça. Et donc là, malgré le fait qu'ils aient obtenu une décision de justice favorable, donc ils condamnent l'entreprise, ils n'ont toujours pas reçu cette somme et ils doivent repasser encore devant le juge pour l'exécution en fait de cette décision. C'est pour ça que je parlais au début d'un scandale souterrain, parce que c'est peu connu, hein. Ça ne fait pas la une des journaux télévisés, mais les condamnations prud'homales, très souvent, ne sont pas appliquées. C'est donc révoltant et scandaleux. D'autant qu'en plus déjà, l'institution prud'homale a été amenée à juger les conflits entre salariés et employeurs. Il y a une justice prud'homale comme il y a une justice pénale, voilà. Et l'institution prud'homale est la seule qui est soumise par plusieurs mesures gouvernementales. Les dernières, c'est le président de la République actuel, Emmanuel Macron, qui les a prises au début de son premier quinquennat, à savoir avec un système de plafonnement. Ce n'est pas la totalité du préjudice constaté qui est remboursée, puisque c'est plafonné. Les indemnités de licenciement, ou en cas de rupture abusive, ou en cas de manquement sur l'exécution loyale du contrat de travail, tout est plafonné. Tous les sujets de condamnation, il y a un barème de plafonnement. On n'imagine pas ça. Certaines situations bien précises. Tout à fait. Mais on n'imagine pas ça dans d'autres domaines de la justice. Bien sûr. Vous voyez, quand un préjudice est constaté, a priori, vous êtes remboursé sur ce préjudice constaté. Et là, c'est pas le cas. Alors, c'est vrai que vous rencontrez une difficulté supplémentaire qui est la liquidation judiciaire de la dite entreprise. Nous qui gérons un certain nombre de dossiers, nous sommes également confrontés dans une procédure prud'homale à l'identique. Le salarié qui a obtenu gain de cause contre l'entreprise, qui a été condamné à indemniser l'ancien employé à une certaine somme. Et bien que cette société ne soit pas en liquidation judiciaire et ait un chiffre d'affaires assez colossal chaque année, on a un grand problème d'application et d'exécution du jugement et de récupération des sommes dues, parce que là encore, l'employeur joue sur une mauvaise interprétation du jugement. Et par exemple, lui, il considère que l'intégralité des sommes avait dû être soumises à cotisation et à impôt, alors que les réparations au titre de dommages et intérêts, par exemple, ne sont pas soumises à cotisation et à l'impôt sur le revenu. Et donc, même lorsque des entreprises possèdent des comptes approvisionnés et qu'elles sont solvables, il y a cette grande difficulté pour les employés à pouvoir récupérer, malgré l'intervention des huissiers, de certains avocats spécialisés dans le domaine, à récupérer ces sommes-là. Vous, comment vous expliqueriez, si vous arrivez toutefois à l'expliquer, cette difficulté pour des salariés face à des entreprises de pouvoir bénéficier tout simplement de leurs droits? Parce que si la décision est devenue définitive, c'est un droit qu'ils ont acquis, la justice a tranché, c'est une somme qui leur revient de droit. Comment expliquer cette difficulté à pouvoir obtenir tout simplement le rétablissement de ces droits? Déjà, nous constatons la même réalité, parce que les cas auxquels vous faites référence sont déjà différents du cas dont je parlais tout à l'heure, où là, il y avait liquidation judiciaire. Mais moi aussi, j'ai d'autres affaires, fuite à l'étranger, redressement judiciaire, où toute une série de processus font qu'un employeur peut échapper à la condamnation. Alors moi, j'ai tendance à expliquer ça, c'est parce que les textes le permettent. Vous voyez, j'ai un cas assez particulier où l'employeur qui était à Montreuil a liquidé l'établissement condamné à Montreuil par le tribunal des prud'hommes de Bobigny pour se réfugier à Genève, en Suisse. Et bien là-bas, nous avons envoyé des huissiers de justice,
un avocat, tout ça est payant, hein, alors que les salariés ont gagné, les 2 salariés en l'espèce ont gagné. Eh bien, ça fait maintenant 2 ans que le jugement a eu lieu, on est toujours dans le même cas. D'ailleurs, il y a des textes qui protègent les employeurs, des mesures gouvernementales, il faut bien le dire, qui protègent les employeurs, qui font en sorte que par ailleurs, vous savez, quand dans un domaine juridique, judiciaire, vous introduisez la notion, comme je le disais tout à l'heure, de plafond. Déjà, vous affaiblissez l'instance prud'homale. Vous lui ôtez quelque part ses facultés de condamner, comme on dirait dans d'autres circonstances, au juste prix. Bien sûr. Donc vous l'affaiblissez. Et ça introduit tout un contexte dans lequel s'introduisent toute une série de dispositions légales qui facilitent encore une fois les employeurs. Il faut ajouter aussi autre chose. Hein. Dans ces conflits employeurs-salariés, il y a une des parties qui a le temps et l'argent. Bien sûr. Qui peut faire appel, qui peut faire tout un système de... Voilà. Là où les salariés n'ont pas le temps. Sont parfois dans des situations même dramatiques. C'est ça. Parce que tout à fait. Sans argent, il faut continuer à payer le loyer, à manger. Quelquefois, il y a des familles, donc des enfants, etc. Donc il peut y avoir des répercussions dramatiques sur tout un foyer familial suite à l'inexécution de ces décisions de justice. Tout à fait. Et vous, donc, vous appartenez donc à la CGT, ce syndicat qui a quand même des réseaux aussi politiques. Est-ce que vous avez déjà essayé de mobiliser l'opinion politique sur ce sujet, ou ne serait-ce que peut-être même on va dire peut-être la Confédération Générale de la CGT, pour que ce problème soit pris à bras le corps et que éventuellement des évolutions législatives puissent être proposées au Parlement? Alors ça serait une bonne chose. Alors à mon niveau, moi, évidemment, vous êtes l'exemple parfait de quelqu'un qui est attentif à ces problèmes, puisque vous me donnez la parole. Je crois que la Confédération doit, à l'occasion de rencontres avec les ministres du Travail, discuter de ces choses-là. Je le sais, mais ça n'avance pas, et depuis des années et des années. Alors sur les dispositions législatives, là, il faut voir le politique, les députés. À ma connaissance, moi, je n'ai pas entamé de procédure particulière. Je ne suis qu'un pion, si vous voulez, dans ce genre de situation. À ma connaissance, je n'ai pas eu vent de questions posées au Parlement. Il y en a peut-être eu, hein, je peux avancer. En tout cas, il n'y a eu aucune conséquence. Le ministère du Travail, là-dessus, les ministres du Travail successifs, et depuis des décennies, ils s'y sont mis à plusieurs pour affaiblir l'institution prud'homale. Et selon vous, quelle est l'intention manifestée ou cachée de cette volonté, selon vous, d'affaiblir le système prud'homal? On vit dans une société inégalitaire, et ceux qui tiennent le haut du pavé sont dans les allées du pouvoir depuis des décennies. Et donc toutes les lois qui sont faites, toutes les dispositions qui sont prises sont à leur faveur. Dans une société inégalitaire, il paraît malheureusement logique que c'est ceux qui ont le pouvoir qui l'utilisent au gré de leurs intérêts. Il faut savoir que les prud'hommes, il y a encore 40 ans, vous êtes peut-être trop jeune pour vous en souvenir, les conseillers prud'homaux étaient élus. Il y avait des élections dans tout le pays, ils étaient élus par les salariés. Maintenant, parce qu'ils leur donnaient une espèce de légitimité, de visibilité, et qui pouvaient construire le rapport de force vis-à-vis des employeurs. Maintenant, ils sont juste désignés. Par qui ? Alors, par les organisations syndicales qui désignent en leur sein ceux et celles qui seront jugent le plus aptes à mener ce genre de tâches syndicales. D'accord. Et dans l'affaire qui vous concerne directement, est-ce qu'il y a eu un dépôt de plainte pénale, par exemple, effectué par exemple pour escroquerie ou pour faux usage de faux, par exemple? Je ne connais pas, on va dire, l'intégralité du dossier ou le dossier dans ses détails, mais est-ce que vous avez envisagé, ou est-ce qu'il ne serait pas trop tard, au vu des délais de prescription, d'envisager une procédure pénale aussi vis-à-vis de cette situation? Non, dans cette affaire, il n'y a pas eu de plainte pénale. De toute façon, alors dans cette affaire très précise, l'entreprise qui a été condamnée n'existe plus, puisqu'elle est en liquidation judiciaire. On serait bien en peine maintenant d'attaquer au pénal. Et sur les personnes physiques, les représentants de l'entreprise? Alors, les représentants de l'entreprise ont disparu. Donc l'entreprise n'existe plus. Le représentant lui-même, celui qui était à la manœuvre pour toutes ces manœuvres, justement, est décédé. D'accord. Du Covid. Il a été arraché à notre affection, je dirais. Je l'ai pratiqué beaucoup parce qu'il s'est livré en dehors de cette affaire à bien des licenciements. D'accord. En dehors même de cette affaire-là. D'accord. Ouais. Qui était contestable.
il menait bien son combat. D'accord. On peut lui rendre cet hommage. C'était quelqu'un qui défendait bien ses intérêts, mais Qui avec parfois une morale, franchit la limite. voilà, avec une morale très discutable. D'accord. Comme ça que je le dirais. Et vous qui êtes au plus proche de ces salariés depuis plusieurs années maintenant, comment vivent-ils cette situation? Donc j'imagine, on va dire, cet ascenseur émotionnel, c'est-à-dire que cette difficulté rencontrée, l'espoir ensuite que nourrit cette procédure, cette satisfaction, obtenir gain de cause devant la juridiction, et ensuite cette difficulté à recouvrir les sommes qui leur sont dues. Alors, ils le vivent, comme vous vous en doutez, dramatiquement. Donc ils sont 11. Il y en a plusieurs ont retrouvé un travail ici ou là. D'autres ont atteint l'âge de la retraite, une petite retraite de toute façon. Ensuite, il y a beaucoup d'exemples sur le défaut de paiement de loyer. Ou, vous voyez, enfin, évidemment, quand on n'a aucun revenu pendant des années, vous imaginez bien, qui se font aider par leur famille, toute une série de situations dramatiques, bien entendu. J'ajoute, et c'est pas indifférent dans cette affaire, notamment avec les lois qui sont votées en ce moment, que tous ces 11 salariés là dans cette affaire sont des travailleurs immigrés, même si ils ont la nationalité française pour la plupart. Ils font partie de cette population très souvent surexploitée. Et quand je le cas, je me permets d'ajouter d'ailleurs, le Parlement vient d'adopter une loi qu'on peut qualifier de raciste. D'accord, assez répressif tout du moins. Voilà. D'accord. Et vous, alors les prochaines échéances, vous nous avez dit, il y a une comparution. Alors dans au mois cette d'avril, affaire, c'est ça? voilà, dans cette affaire, c'est une avocate de notre organisation, une avocate de la CGT, qui a repris le relais. L'affaire est très compliquée, 11 salariés déjà, et elle a obtenu qu'une nouvelle audience se déroulerait à Bobigny le 3 juin. Là, il s'agit donc de mettre en cause le liquidateur, celui qui doit payer. D'accord. Mais donc, on sait qu'il ne peut pas, il n'a pas les fonds. Il met en cause donc cette structure dont je vous parlais tout à l'heure, les AGS, structure patronale, qui doit pallier dans ces... Les insuffisances. Ils ont des avocats redoutables, mais là, ils doivent payer. D'accord. Et vous nourrissez un bon espoir quand même d'obtenir gain de cause, ou quelles seraient les difficultés auxquelles vous pourriez être confronté de nouveau? Que les AGS, on peut rencontrer les difficultés suivantes, que les AGS essayent de dire ou de faire valoir qu'ils ne sont pas en cause dans cette affaire. Je crois savoir, d'après notre avocate, c'est un peu leur argumentation qu'ils essayent de développer, alors qu'ils sont en cause. Le jugement, il y a eu plusieurs procédures, plusieurs audiences, où les AGS étaient cités, bien entendu. D'accord. Donc ils essaient de jouer plus sur un vice de forme. Alors, je m'avance peut-être en disant ça, on verra bien, leur conclusion, puisqu'ils ont été assignés. Il est aussi possible que ça se passe très bien. D'accord. Et vous, aujourd'hui, d'une manière un peu plus générale, quelles seraient vos préconisations pour essayer d'enrayer cette difficulté imposée aux salariés par, comme vous le disiez tout à l'heure, des mesures gouvernementales successives qui font que ça devient de plus en plus difficile pour eux face à des employeurs qui bénéficient déjà de moyens plus colossaux et, comme vous le disiez aussi, peut-être de textes législatifs un peu plus en leur faveur qu'en faveur des salariés? Je crois que vous l'avez dit, il faudrait des textes législatifs qui changent la donne dans ce domaine prud'homal. La création des AGS a été une bonne chose, puisque auparavant, en plus, quand un employeur ne pouvait pas payer, c'était fini, quoi. C'est un peu l'équivalent de la SARVI, de la CIVI dans le domaine pénal, c'est-à-dire que lorsque une personne qui est condamnée à des dommages et intérêts à payer à la victime n'est pas solvable, l'État prend le relais et après charge à l'État de recouvrir les sommes auprès du débiteur, mais il y a toujours la possibilité pour la victime d'obtenir... Tout à fait, c'est ça. Mais en l'espèce, je le rappelle encore, je le redis, les AGS sont une structure patronale, gérée par les employeurs, qui sont des avocats dont je reconnais le talent et la combativité, et que très souvent, ils défendent leurs intérêts d'employeurs. Oui, c'est pas une structure d'État. Elle n'a pas le domaine d'intervention que peut avoir un État. Et je le redis, l'État et ses gouvernants sont largement complices des faveurs qui sont faites aux employeurs. Vous savez, c'est tout le discours dominant qui dit bon, vous voyez, la liberté d'entreprise, le discours libéral, quoi, qui veut donner la part belle aux entreprises. Et je rajoute encore une fois que, me semble-t-il, que dans cette affaire en tout cas, le fait que les salariés soient des immigrés n'est pas indifférent. Ils ont beaucoup moins de moyens de se défendre. Souvent, ils ne comprennent pas qui d'ailleurs
Les rouages de la justice, c'est pas forcément évident. C'est pour ça qu'il y a des spécialistes du droit et des professionnels du droit. Donc c'est pas forcément évident, bien sûr. En plus, ils sont souvent isolés, ils sont en but en plus à d'autres difficultés spécifiques. Je parlais du racisme, souvent des conditions de vie. Heureusement que parfois ils trouvent des personnes comme vous qui êtes prêtes à, entre guillemets, à porter leurs revendications, à les accompagner pour ce genre de difficultés. C'est gentil, ça me fait beaucoup d'honneur, mais c'est mon organisation syndicale qui me mandate, c'est un mandat. Mais l'organisation syndicale n'existerait pas s'il n'y avait pas des hommes et des femmes dévoués pour la cause de leur prochain. C'est une organisation ouvrière. Là, je reviens pas sur l'histoire de la CGT, il y a aussi les autres syndicats bien sûr. Qui défendent aussi les intérêts des salariés. De toute façon, bien sûr. D'accord. Et heureusement, effectivement. Est-ce que vous avez quelque chose à aborder vis-à-vis de ce sujet ou d'un autre sujet qui vous tiendrait à cœur et que vous souhaiteriez mettre en lumière à travers cette vidéo ? Alors, je voudrais quand même me cantonner à ces histoires-là. Je vous dis, on a parlé de cette question qui se passe dans le nettoyage. J'ai une autre affaire dans la fibre optique, où là, c'est un redressement judiciaire. Il y a 4 salariés qui ont gagné à peu près 70 ou 80 000 euros. Pareil, c'est une affaire qui dure. J'appelle l'avocat adverse pratiquement tous les jours. On me dit souvent qu'il est en réunion ou qu'il n'est pas disponible. Jamais, vous voyez. Enfin, il y a beaucoup d'affaires comme ça. Excusez-moi. Donc, moi, ce que je voudrais, c'est que, effectivement, la piste de l'intervention politique au sens parlementaire du mot me paraîtrait intéressante. Moi, dans ma confédération, justement, votre intervention permet aussi peut-être de faire progresser dans la confédération la préoccupation de ces thématiques-là. Derrière aussi tout ça, il y a un contexte d'affaiblissement général des organisations syndicales, qu'on pourrait expliquer par 1000 raisons, mais ça compte aussi. Les organisations syndicales sont affaiblies, ont perdu des adhérents depuis ces dernières décennies, et ça n'aide pas, forcément. Vous l'expliquez comment, ça ? Pourquoi les organisations syndicales sont affaiblies ? Il y a des raisons mécaniques qui sont la progression du chômage, notamment en ce qui concerne la CGT, l'abandon de la métallurgie ou de structures comme ça. Il y a aussi vraisemblablement le fait que les résultats ne sont pas à la hauteur des objectifs tenus par les organisations syndicales. Je prends le dernier conflit sur les retraites l'an dernier. La retraite qui quand même portait l'âge de départ, l'âge légal de 62 à 64 ans. Les organisations syndicales ont rassemblé des millions de personnes dans la rue, mais tous les 15 jours, ça fait pas trembler un gouvernement. Quand il sait que la journée d'action se termine et on en annonce 8 jours ou 15 jours après, il peut faire le dos rond et attendre que ça se passe. Il faut reconnaître aussi que cette tactique-là était peut-être pas la meilleure. D'accord. Et est-ce que vous avez tenté la médiatisation, par exemple ? Parce qu'on sait que parfois l'opinion publique peut permettre de faire bouger des lignes, même si parfois ça reste complexe. Mais on sait que certains magistrats ont déjà pris la parole pour dire qu'effectivement l'opinion publique parfois permettait de soit accélérer ou de déverrouiller des situations judiciaires de prime abord inextricables. On voit un petit peu avec l'affaire Moussenga, paix à son âme, qui n'avait fait aucun bruit et qui n'avait donné lieu à aucune sanction, ou en tout cas pas à la hauteur des enjeux vis-à-vis de la situation. Et la médiatisation a permis tout de suite de faire la lumière et à la justice de s'activer beaucoup plus que ce qu'elle ne s'était activée jusqu'à cette fameuse médiatisation. Donc, comment voyez-vous cette médiatisation ? L'avez-vous déjà tenté ? Si oui, quels ont été les résultats ? Et sinon, est-ce que vous envisagez de le faire, même si je sais qu'à travers cette vidéo, c'est déjà une première tentative de le faire ? Alors déjà, bien sûr, l'opinion publique peut intervenir. Et pour qu'elle intervienne, il faut qu'elle soit au courant. Alors je vous parlais d'un problème révoltant et souterrain. Il est souterrain, mais malgré tout, il existe. Donc des milliers de gens sont confrontés à cette situation qui concerne les prud'hommes et l'injustice qui est faite aux salariés. Mais c'est une injustice qui se rajoute à d'autres, et il y a une prise de conscience dans la société qui se traduit par 1000 façons, de l'accroissement des inégalités dans notre société. Alors ça se traduit des fois malheureusement, je dirais, par l'abstention aux élections ou pour des votes, pour des organisations qui sont encore plus défavorables aux salariés que ceux qui sont au pouvoir actuellement. Donc il y a un désarroi. Il y a certainement un manque d'organisation et d'explication. Et sur la médiatisation, alors justement, là, je vous remercie encore une fois, mais c'est très compliqué.
J'ai essayé dans une affaire, celui dont je parlais tout à l'heure, qui est parti en Suisse. Il se trouve qu'à côté d'ici, à Vincennes, sa famille, qui n'est pas directement condamnée, mais dans un but d'interpellation par l'action syndicale et non pas par l'action juridique, j'ai organisé une initiative devant cet hôtel avec un tract qui disait les patrons doivent payer, ils ont été condamnés, tout ça. D'ailleurs, pour l'anecdote, la police est arrivée, puisque la manifestation était interdite, et je les ai accueillis à bras ouverts. C'est tout juste, je leur ai pas fait la bise, en leur expliquant que j'étais content de leur venue, parce qu'en face, il y avait un délinquant, et que j'étais pour l'ordre, puisque c'est le discours dominant. Les délinquants doivent être condamnés, expier leur peine. Bon, j'ai essayé une petite médiatisation dans cette affaire. Ça n'a pas marché. L'employeur n'a pas mordu à l'hameçon. Il est resté tranquillement tapis. Et vous voyez, il y a l'action juridique, bien entendu, mais moi je suis syndicaliste, c'est l'action syndicale. Bien sûr, qui est plus une action militante. Voilà, c'est ça, l'action militante. Et les 11 salariés dont je parlais dans cette affaire-là qui nous préoccupe aujourd'hui, malheureusement, c'est compliqué. D'abord, ils ne sont que 11, on va dire. Ils sont 11 quand même, mais ils ne sont que 11. Ensuite, ils sont tous disséminés, ils n'habitent pas dans les mêmes... dans le même secteur. Oui. Ensuite, au début, il y a eu un embryon de travail collectif. Au début, je parle en 2018-2019. Et je crois que là, pour le coup, une explication factuelle, les confinements ont fait que ces liens se sont... Alors d'abord, il y a eu le découragement. Ça faisait déjà 2 ans que ça durait à l'époque. Et les confinements ont fait que les liens se sont distendus. Malheureusement, dans cette affaire, ça n'a pas aidé non plus. C'est vrai que c'était une période très particulière, en tout cas. Ça. Monsieur Fauché, en tout cas, merci beaucoup pour votre témoignage, qui est très important pour la mise en lumière de cette problématique, à savoir que même lorsque la justice reconnaît vos droits, il est difficile encore de les obtenir et d'obtenir cette fameuse réparation qui nous est due. Et cette difficulté pour certains, à croire encore à cet article 1er de la DDHC, de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui dit que les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. On voit qu'il y a encore du chemin à parcourir, sinon les organisations syndicales, les associations, etc. n'existeraient pas forcément parce qu'elles n'auraient pas lieu d'être. Mais en tout cas, on vous remercie pour votre militantisme, pour votre engagement, pour votre accompagnement auprès de ces victimes qui ont été reconnues judiciairement et pour la suite de leur combat. Vous n'avez pas dit juste, moi c'est bon, j'ai obtenu gain de cause, maintenant à vous de vous débrouiller. Vous êtes encore à leur côté, c'est tout à votre honneur. Merci de nous avoir reçus ici donc à Montreuil pour nous faire part de ces difficultés, en espérant que cette vidéo puisse aider. Et comme vous le disiez, c'est déjà pour pouvoir aider, il faut que les gens soient au courant. Donc ça participe à cette diffusion de l'information qui est très importante au sein de la population. Et puis après ces remerciements, je peux vous laisser le mot de la fin pour conclure. Et en espérant que ces 11 salariés, comme d'autres, obtiendront gain de cause dans les plus brefs délais et puissent se reconstruire à la fois financièrement, socialement et psychologiquement. Eh bien oui, mais très difficile de faire une conclusion meilleure que la vôtre en citant la Déclaration des droits de l'homme, l'action militante et le souhait évidemment, mais avec volontarisme, puisqu'on revient devant le tribunal sur cette affaire, que ces salariés, ces victimes, comme vous le dites, ces victimes d'un système, rentrent dans leurs droits. Et c'est moi qui vous remercie. Et si nous pouvons même apporter notre pierre à l'édifice, nous n'hésiterons pas au niveau judiciaire, juridique, et nous n'hésiterons pas à accompagner, comme vous le faites, ces victimes jusqu'à ce qu'elles puissent obtenir gain de cause définitif. Eh bien, à bientôt alors. À bientôt, merci. Merci.